Et du coup, je vais quand même un petit peu spoiler. J'ai quand même quelques points sur lesquels j'ai envie de râler ou sur lesquels j'ai envie de revenir. Donc c'est parti pour le spoil. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, la première chose qui m'a saoulée dans ce livre, c'est le problème, l'histoire du cul. Le fait que tous les gens qui croisent Leto, quand il leur dit « je vais épouser oui », leur réaction ce soit « mais comment ça se fait ? Est-ce que t'as une bite ?» Non mais attends, on peut quand même se marier avec quelqu'un sans forcément que ça veuille dire qu'on va baiser, c'est spirituel l'amour aussi, c'est pas juste physique. Et autant s'il y avait un seul perso qui avait dit ça, je me serais dit oui, c'est un perso qui est particulièrement porté sur le cul ou quoi. Mais comme c'est tous les persos qui disent ça, à chaque fois qu'ils ont une conversation avec Leto, la question qu'ils posent c'est est-ce que t'as une bite ? Alors il y a ceux qui vont le demander poliment, ceux qui vont pas oser prononcer le mot, ceux qui vont comme Malky le rebelle faire bah alors sacré vieux vert tu nous as caché ça et tout. Mais grosso modo ils vont tous passer par ce stade. Et lui même si Leto il pense oh là là ils sont un petit peu chiants, tiens je devrais peut-être me faire mettre une fausse bite pour les troller. Mais je veux dire voilà quoi. J'ai l'impression que ça veut dire que pour l'auteur, c'est normal en fait de considérer que l'amour et le sexe, ça ne fait qu'un. Et que c'est une espèce de révélation de ouf gueudin qu'on peut avoir l'amour sans le sexe. Au bout d'un moment, merde, je veux dire, il y a des choses que je trouve bien, mais là, je suis perturbée. Je pense que la première fois que je l'avais lu, je l'avais pas remarqué parce que justement, je me sentais encore plus solidaire avec Leto. Je me disais, les gens sont tellement stupides. Je pense pas qu'en réalité les gens soient aussi stupides en fait. Surtout que c'est pas... même Siona, il me semble, a cette réaction-là. On pourrait dire, ouais, c'est parce que les mecs, c'est des obsédés. Mais c'est pas seulement les mecs. Il a fait ça avec tous les persos. Donc, est-ce que t'es conscient, mon cher Frank Herbert, que justement, y a des gens, et en particulier les filles, qui font quand même, en général, plus la différence entre l'amour et le sexe. Voilà. Donc ça m'a un peu agacée. Même si, évidemment, du coup, j'adore la romance entre Leto et oui, moi j'adore les amours platoniques, mais voilà, je pense qu'on n'avait pas besoin d'insister autant sur le fait que c'était bizarre qu'ils pouvaient pas coucher ensemble. C'est pas si ouf que ça, quoi. Puis bon, je veux dire, la sexualité, c'est pareil, en fait, ça existe pas sous une seule forme, c'est pas juste une bite dans une chatte à un moment. Je veux dire, on nous dit, au début de l'histoire, Leto fait un truc en mode « Ouais, Ledley Laxou, vous avez répandu des rumeurs sur ma sexualité, sachez que je n'en ai aucune, ok ? J'ai aucune sexualité, machin, et puis si vous continuez à parler de ça, je vais vous défoncer et tout. » Si t'as une sexualité différente parce que t'as un corps différent, en quoi c'est choquant ? Je veux bien que du coup, comme t'as fait un système religieux où t'es sacré, etc., voilà, mais je veux dire, bon, justement, les truitesses, elles ont l'air assez décomplexées sexuellement. Moi, je trouve ça cool. En quoi on avait besoin que ta personne soit complètement désexualisée ? Pourquoi partir là-dedans ? Je trouve ça un petit peu triste, parce que, les vers des sables n'ont pas de sexualité. Ok. Mais le fait que Leto soit à moitié humain et à moitié vert, et qu'il ait justement la nostalgie de son humanité, pour moi, ça interdisait pas qu'il ait envie d'avoir une sexualité en étant à moitié vert. Tu peux avoir une sexualité sous plein de formes. Justement, là aussi, il y avait une créativité, à exercer. Je sais pas, Donc voilà, je trouve que ce livre, par certains aspects, il est trop conformiste, quoi. On est obligé de nous dire que l'amour platonique, c'est pas normal, et on est obligé de nous dire que la sexualité avec un humain qui est pas physiquement normal, c'est choquant. Fuck, à bout d'un moment... faut à un moment, justement, redécouvrir l'innocence, la spontanéité, arrêter d'être sur des préjugés ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire, Leto et oui, mais c'est justement parce que je sais pas que c'est intéressant. Et vous auriez pu être juste naturel et spontané, voir où ça vous menait, et peut-être que vous auriez découvert des plaisirs que la plupart des gens ont oubliés. Ensuite, on en parle de l'homosexualité dans ce bouquin. J'ai trouvé que c'était quand même un peu malaisant, parce que je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai clairement dit, mais Duncan est choqué que les truitesses aient des relations homosexuelles. Bon, déjà qu'il était choqué, après Duncan c'est un vieux, dans sa tête, on l'a bien compris, il était déjà choqué que des femmes militaires ça existe, et que ce soit elle qui protège Leto et tout. Donc on a compris que Duncan c'était un gros rétrograde et que l'auteur avait l'air globalement d'accord avec ça, mais la défense de l'homosexualité par les autres persos est un petit peu bizarre,
Parce que Monéo dit oui, mais elles sont jeunes, et bon, c'est normal en étant jeune, et puis c'est des adolescentes, elles se cherchent, et puis qui n'a pas vécu des tensions sexuelles comme ça dans son adolescence? Ouais, du coup ça veut dire que quand t'es homosexuel et que t'es adulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es un retardé, ou que t'as pas évolué, que voilà, genre il serait temps de passer à autre chose. Bon, donc merci Monéo, je suis pas sûre que ça soit un point de vue beaucoup plus agréable à subir en fait. Ensuite, quand on passe à Leto qui nous explique au calme que l'homosexualité, oui, c'est une perversité, mais c'est une perversité qui a donné les meilleurs guerriers de toute l'histoire. D'ailleurs, c'est la même chose qui est à l'origine du fait que les religieux soient complètement extrêmes dans leur ascétisme, etc., que c'est aussi une perversité de l'ascétisme et que ça donne lieu des fois à des sexualités bizarres, et que c'est pour ça que les religieux ont des extases mystiques et que c'est eux qui font les trucs les plus ouf dans l'histoire, etc. Alors bon, d'un côté, l'idée que la perversité soit à l'origine des grandes choses de l'histoire, j'ai tendance à être d'accord. Peut-être que l'homosexualité est à rapprocher de la perversité parce que dans un monde qui la désapprouve, il faut forcément être plus porté sur le cul pour aller au-delà des conventions sociales et aller quand même dans sa sexualité. Mais du coup, l'homosexualité est aussi perverse, on est bien d'accord, je l'espère, que n'importe quelle sexualité qui se fait de manière justement naturelle, où on envoie se faire foutre les préjugés, les conventions, la société et tout ça. Si l'homosexualité était admise dans la société, la perversité, ça correspondrait plus du tout à ça. J'espère qu'on est vraiment d'accord, parce que ce que dit Leto en disant oui, dans les armées, les relations homosexuelles entre les soldats, etc., parce qu'ils n'avaient pas de femmes et tout, c'était une grande tension et ça donnait lieu à des trucs, des rapports justement vachement émotionnellement intenses, etc. Et tout ça, ça contribue au côté extrême des soldats qui les a rendus forts et qui les a rendus plus efficaces, etc. Et que voilà, les armées de gens qui avaient de la tension sexuelle, c'était les plus efficaces et tout. J'ai tendance à être d'accord avec cette analyse, mais le rapport avec l'homosexualité dans son ensemble, je le vois pas trop. Et du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça, c'est l'objection de Leto au fait que Duncan ait des préjugés contre les homosexuels. Est-ce que il faudrait juste qu'on approfondisse plus et qu'on dise on est bien d'accord que, ou est-ce que dans le fond, il y a quelque chose de gênant? Voilà, le doute était là, et donc je me suis dit on va quand même en parler parce que c'était un peu bizarre. Autant je sais que justement Nana qui m'a parlé de l'avis d'un de ses amis sur le livre m'a dit oui, il m'a dit que c'était un peu daté. Je trouve pas en règle générale. Mais là d'un coup je me suis dit ah oui, peut-être que là c'était un petit peu daté en fait. Bon, je me dis que peut-être que Frank Herbert aurait pu évoluer. Quelqu'un qui prône autant la remise en question, l'évolution, etc. dans ses persos, j'espère qu'il est capable de le faire lui aussi, et que du coup, s'il était là, encore vivant aujourd'hui, il serait peut-être capable d'avoir des paragraphes un petit peu plus intelligents sur l'homosexualité. J'espère, du coup, voilà, moi je lui accorde le bénéfice du doute, mais je vous fais part quand même de mon malaise, parce que le malaise était présent. Voilà, sur ce, je reviens sur la fin à proprement parler, parce que ces trucs-là étaient quand même un petit peu des spoils, c'est pour ça que je préférais les dire à la fin. Donc la fin. On savait que Leto allait mourir, on savait que Siona et Duncan allaient très certainement y être pour quelque chose. Donc, le premier truc qui m'a marqué, c'est Duncan escalade une paroi et quand il arrive en haut, ça donne un orgasme à Nayla. Voilà, c'était intéressant à souligner parce que la sexualité originale, il y en a quand même un petit peu. Les orgasmes par escalade, vous n'aviez pas encore vécu ça, je suis sûre. Bon, j'ai bien aimé la description de ce truc-là, même si, encore une fois, dans la manière dont Nayla parle de Duncan et tout, je me dis qu'il y a une vision un peu étrange de la sexualité et tout, de la reproduction. Ouais, il y avait quelque chose un peu chelou, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, Duncan et Siona vont tendre un piège à Leto, qui va arriver en chariot royal et tout, pour son mariage avec Oui. Donc, ce que je vous ai pas dit avant, que je me suis retenue de vous spoiler, c'est que Duncan est amoureux de Oui. Oui, qui a été couchée avec Duncan parce qu'elle savait que de toute façon, elle pourrait pas coucher avec Leto. Donc moi j'aime bien la manière dont elle a réglé le problème. Tout le monde en fait tout un plat en mode oui, mais pourquoi vous vous épousez, vous pouvez pas coucher ensemble? Bah non, mais en fait on peut très bien s'aimer sans cul et on peut très bien, oui, elle sera pas forcément frustrée parce qu'elle peut très bien coucher avec quelqu'un d'autre. Bon, il se trouve que Leto aurait voulu qu'elle couche avec Monéo et pas avec Duncan. Bon après voilà, chacun ses choix et malheureusement ils étaient pas d'accord sur ce point. Ça va parce que Leto lui en a pas voulu vraiment à elle, par contre Duncan lui
il a pas du tout pardonné Leto de lui avoir pris oui, donc lui il a décidé de buter Leto pour ça. C'est pour ça que lui s'est allié à Siona pour buter Leto. Ils vont donc lui tendre un piège, piège qu'ils vont lui tendre par l'intermédiaire de Nayla. Nayla qui est toujours dans son paradoxe de Leto qui lui a dit tu sers Siona, et elle veut servir Leto, et elle se dit je peux pas lui faire du mal, mais bon, comme c'est lui qui m'a dit de le faire, bah, c'est qu'il sait que ça va arriver, c'est qu'il va y avoir un miracle au dernier moment. Moi, voilà, donc il prévoit de lui demander de couper le pont avec son laser pour que Leto tombe dans le fleuve qui est en dessous, et que du coup il meurt parce que bah, comme c'est un verre, l'eau va le faire exploser. Nayla va le faire en pensant qu'il va y avoir un miracle. Ce que Duncan ne savait pas, c'est que oui allait être sur le chariot avec Leto et que du coup bah, Nayla allait buter oui dans le processus. Alors lui il aurait bien voulu qu'elle s'arrête en voyant que oui était là, mais bon Nayla on lui a dit de le faire, elle le fait. Bon, elle servait Siona, elle servait pas Duncan de toute manière. Et du coup bah voilà, Nayla va buter son dieu. C'est assez ouf quand même à vivre pour être souligné. L'histoire de Nayla et qu'est-ce qu'elle a ressenti à ce moment-là et tout, ça devait quand même être quelque chose. Moneo va avoir une révélation mystique en tombant du pont, en se disant ah ça y est, je comprends enfin comment il fallait vivre l'instant présent et la beauté de la vie, etc. Bon, bah, c'est un peu tard, mais ok, super, tant mieux pour toi, autant mourir heureux. Oui, il va tomber en disant je te précède mon amour, phrase que j'ai retenue parce que bah voilà, c'est du oui jusqu'au bout, toujours dans l'abnégation et un côté vachement zen. Elle est en train de tomber du chariot de Leto dans un précipice et elle tombe toute droite en lui disant voilà genre à tout à l'heure Leto. Ok, bon c'est du oui, hein, c'est beau, hein, ça me fait rire mais c'est beau évidemment, je me moque pas, c'est juste que je me dis waouh, qui fait ça dans la vie réelle, qui fait ça. Ensuite bah, Leto va tomber aussi, donc il va tomber dans le fleuve et avec cette fameuse phrase que je vous ai lue tout à l'heure pour vous dire à quel point elle était belle, où il voit le fleuve en dessous de lui et où il sait qu'il va souffrir, mais il trouve quand même ça beau et tout ça. Je trouvais ça génial, évidemment. Bon, il tombe, il souffre, il agonise, il se divise, il explose et tout ça. Nayla, Duncan et Siona arrivent pour le regarder crever. Nayla est en mode vous êtes vivant, avec espoir. Et Duncan la bute au laser, lui arrachant son laser en mode pourquoi t'as tué oui, salope. Il dit pas ça, mais c'est ce qu'il pense. Hein. Je traduis son émotion et pas ses mots. Donc il la défonce, ce qui lui évitera quand même de voir mourir Leto. À mon avis, Leto aurait préféré qu'elle le voie mourir et qu'elle soit obligée d'évoluer dans sa tête. D'une certaine manière, c'est peut-être plus compatissant de l'avoir tué, parce que je pense que niveau santé mentale, elle allait prendre cher là. Ensuite, du coup, Duncan et Siona regardent Leto agoniser. Leto qui dit bah Duncan, c'est toi qui prendras le commandement de Metroites parce qu'elles seront fidèles à toi vu que t'as fait le rituel du Ciénog et machin. Du coup, Siona va suivre Duncan un peu par défaut et parce que bah ce truc les aura rapprochés. Leto qui voulait que les deux s'accouplent depuis le début, Siona était en mode tu me touches pas, espèce d'enfoiré. Bon, encore une fois, c'est Siona selon moi. Hein. Et là, bah, peut-être qu'elle va changer d'avis parce que tuer Leto ensemble, ça va quand même les rapprocher, je pense. Et puis, bah, Duncan, il était amoureux de oui, mais oui, elle est morte, il va quand même devoir faire son deuil, donc voilà. Donc peut-être que tout va se passer selon les plans de Leto, ça a l'air quand même bien parti. Et en tout cas, bah, on sait que le Sentier d'Or existe toujours. On sait aussi que l'originalité de Siona, c'est qu'elle est plus visible pour les pressions. Donc les pressions, bah, il y avait certes Leto, mais il y aura les navigateurs de la guilde et potentiellement des nouveaux sortes de Kwisatz Haderach du Bene Gesserit, et peut-être que les Ixiens ou les Tleilaxu ou quoi vont en créer aussi, vu qu'ils sont créés, oui. Il y a matière à refaire, mais qui que ce soit que tu crées, eh ben, ils pourront pas percevoir Siona et ses descendants, et ça permettra que l'humanité ne soit pas complètement... qu'elle puisse pas être complètement asservie, en tout cas par une seule personne. De la même manière, il a poussé tout le monde à créer des alternatives au mélange de façon à ce que plus personne ne soit dépendant de ça. Tout le monde va pouvoir faire ses choses dans son coin. Les gens ne se seraient pas dépassés tant que le mélange était disponible et qu'il y avait quelqu'un, même qui en donnait à petite dose, même qui les asservissait, etc. Ils étaient là, bon voilà. Et lui, il a poussé le truc jusqu'à l'insoutenable pour les obliger à prendre leur indépendance et à créer leur truc par eux-mêmes. Et bah ça a fonctionné puisqu'on a dans l'épilogue, on nous dit que maintenant les Tleilaxu ont un ersatz justement de mélange et on pense que ce sera probablement pas les seuls. On sait que du coup l'humanité va être beaucoup plus éclatée, beaucoup plus indépendante, ce qu'ils appellent la grande dispersion a eu lieu, et c'est ça qui va permettre que l'humanité ne soit plus facilement destructible, parce qu'elle est éparpillée, il y aura beaucoup plus de variabilité, on aura beaucoup moins un empire uni, etc.
Bah moi je pense que c'est quelque chose qui est non seulement un peu d'actualité, mais qui est surtout qu'il sera potentiellement encore plus dans le futur, parce que on tend vers une espèce d'uniformisation avec la mondialisation et compagnie, et il y a clairement un risque là-dedans, effectivement. L'uniformisation, ça veut dire que tous les individus peuvent être sensibles à la même chose. Là c'est bien ce qu'on voit avec le Covid en ce moment, encore une fois. Tout le monde se prend cette maladie, on y est tous sensibles, on se la prend tous parce que tout le monde vit au même endroit, etc. Typiquement, vivre trop tous pareil, ça nous confronte tous aux mêmes faiblesses. Je pense qu'à un moment dans notre histoire, si l'humanité continue à exister longtemps, ce qui est pas sûr, hein, le sentier d'or, je suis pas sûre de le voir moi, perso, mais si l'humanité continue à exister, il va falloir qu'à un moment il y ait un éclatement, parce que si on met tous nos œufs dans le même panier, on va disparaître clairement. Donc moi je pense que Leto, ce qu'il a fait, c'est bien, ça se justifie, c'était intelligent. Bah justement, les gens le verront dans le futur, qu'il a une bonne raison de faire ce qu'il a fait, et qu'il fallait un gros choc, un gros traumatisme à l'humanité pour être obligé de se disperser et de pas continuer selon son schéma. Parce qu'à un moment, justement, je sais pas si je vous l'ai bien dit, qu'il y avait des extraits des mémoires volées en début de chaque chapitre. À un moment, dans un début de chapitre, il nous dit qu'on essaye toujours de recréer les structures tribales justement comme dans les sociétés tribales. On essaye toujours de se mettre autour d'un chef, etc. On recrée toujours les mêmes schémas, et que même s'il essaye de les bouleverser chez les gens, il voit que les gens tendent toujours vers ça, peu importe ce qu'il fait. Et du coup, il va falloir un énorme traumatisme pour pousser les gens à sortir de ça. C'est concrètement ce qu'il a essayé de faire. Et je pense qu'on peut tous le constater en nous-mêmes, à quel point, mais moi la première, hein, je vous dis, moi si je me suis identifiée à Nayla, c'est pas pour rien. Moi j'ai tout le temps envie de suivre un chef, même si concrètement, je le fais, enfin justement, je vais choisir des chefs, justement je les choisis, je les choisis bien, et ça me permet de ne pas suivre n'importe qui dans la vie. Donc c'est aussi un espèce de paradoxe qui maintient mon indépendance. Si vous voulez, essayez de le faire aussi, après chacun aura ses méthodes, mais suivre un chef sinon qui vous dit de ne pas le suivre, comme Leto 2 ou comme Nietzsche, ça peut être une très bonne méthode. Bon, moi, ça c'est arrivé par sérendipité, hein, parce que j'ai pas commencé comme ça, mais maintenant je me dis, finalement c'est pas mal, on va continuer. Après, voilà, chacun aura ses méthodes, mais concrètement, on a envie de faire ça, cette pulsion elle existe en nous, je pense que c'est inutile de la renier. En faisant du déni, vous allez juste stagner. Il faut vraiment l'accepter, avancer et réorienter justement nos pulsions, comme lui avec sa malveillance, mais avec beaucoup d'autres choses aussi. Il faut concrètement accepter ce qu'on est pour arriver à le diriger d'une manière plus productive. Et c'est ça qui fait que le déni est toujours triste, parce que ça nous fait foncer dans le mur, alors qu'on aurait potentiellement pu utiliser l'énergie, la vitesse qu'on avait, etc., pour aller quelque part. En tout cas, ça mérite toujours d'essayer, jusqu'à la dernière seconde. Même s'il y a des moments où vous allez me dire à quoi bon, même moi je vais dire à quoi bon très souvent. Mais ce livre nous dit justement d'essayer. Juste parce que voilà, on peut le faire, et c'est toujours dommage de pas le faire. Si on a l'énergie de le faire, autant aller jusqu'au bout de notre énergie, autant toujours pousser nos forces jusqu'au bout pour voir où ça nous mène, parce qu'il y a de la beauté là-dedans, clairement. Donc voilà, ce livre me rend positive, et il a un message très positif. C'est très rare que j'arrive à croire à des messages positifs. Et c'est pour ça qu'il a d'autant plus de valeur pour moi. Peut-être que vous n'allez pas le percevoir comme ça. En tout cas, ça m'intéresse énormément justement de savoir comment vous pouvez le percevoir vous-même. Si vous ressentez ce que j'ai ressenti, normalement vous l'aimerez. Si vous le ressentez pas, ça m'intéresse de comprendre quelle a été votre expérience. Et j'espère que vous serez intéressé de comprendre la mienne, et que ça pourra vous donner une envie de le relire en essayant de voir les choses autrement. Parce que voilà, moi je trouve que les livres qui vous amènent comme ça... D'ailleurs, le livre, je trouve que c'est un exercice de pensée aussi. Parce que voilà, je peux vous dire, Leto, il essaye de faire évoluer les gens, tout ça, vous allez me dire, oui, peut-être que c'est un peu un spoil. Et d'ailleurs, voilà. Une chose, c'est que Leto, à chaque fois que vous allez penser que vous l'avez compris, il va vous bousculer mentalement pour vous faire comprendre, ne te repose pas sur tes lauriers, je suis pas seulement ce que tu crois. Même si vous allez peut-être me dire, oui, c'est pas forcément vrai, etc. Le truc, c'est qu'à un moment, vous allez, normalement, en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait, vous allez vous dire, il mérite mon attention constante, et vous allez garder une attention constante sur lui, comme le fait Monéo et compagnie, même si Monéo, on sent que ça le fatigue et que c'est pas facile pour lui. Bon. Il y a des persos, genre oui, qui arrivent à éprouver ça de manière positive. Moi, je l'éprouve aussi de manière positive, j'espère que vous y arriverez aussi. Mais Leto, il veut justement pousser les gens à être tout le temps lui accorder en permanence une attention constante, mais pas à lui seulement. Il nous le fait parce que pour nous entraîner à le faire, mais après, ça mérite qu'on le fasse avec tout, dans toute notre vie, qu'on accorde aux choses une attention constante, et qu'on soit justement avec ce regard complet, en même temps innocent, qui se renouvelle, etc., qu'on vive une espèce d'expérience absolue aussi souvent que possible, en étant tout le temps dans la tension, dans le renouvellement, dans l'honnêteté, de se pousser jusqu'au bout intellectuellement dans tout ce qu'on fait,
ouais, aller toujours au-delà de nos propres limites, c'est vraiment ce qui nous pousse à faire. Et en le faisant dans ce livre, ça peut nous entraîner, comme le ferait du sport ou quoi, à le faire à côté dans la vie. Et c'est là que ce livre dépasse un peu juste la littérature entre guillemets pour rentrer dans une espèce d'expérience philosophique, et c'est pour ça que je l'adore, etc. Et encore une fois, c'est la même chose dans les bouquins de Nietzsche. Parce que, voilà, vous ressortez de là, et vous vous dites, ok, maintenant je peux essayer de voir le monde de cette manière. Et c'est super intéressant. Évidemment, la plupart du temps, on finit par se relâcher. C'est dommage. Mais ne serait-ce que les moments qu'on vit comme ça en vaut vachement la peine. Et j'espère que vous pourrez vraiment le ressentir aussi. Et que du coup, vous comprendrez pourquoi j'ai adoré ce bouquin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je sais pas si je continuerai à écrire avant de parler sans me relire. Je sais pas si je continuerai à enregistrer sur multipiste. Ça va dépendre de comment j'aurai eu des difficultés avec le montage de ce truc et aussi des retours que vous me ferez par rapport à la qualité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai d'en refaire davantage. Que ce soit, est-ce que vous avez... Bon, je ferai peut-être, pour être sûr que vous distinguiez bien vos avis et de comprendre ce que vous me dites, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, de refaire du non écrit et sur multipiste et de refaire du écrit et sur iPhone. En tout cas, j'essayerai un peu tout, mais là j'ai mis le paquet parce que j'adore ce livre et n'hésitez vraiment pas à me faire des retours. Est-ce que vous voulez que je sois plus souvent sur multipiste? Est-ce que vous voulez que j'écrive plus souvent? Est-ce que vous pensez que je dois écrire et me relire aussi? Ou est-ce que vous pensez que je continue à faire comme ça? Ou est-ce que vous préfériez quand j'écrivais pas avant? Faites-moi vraiment part de vos retours pour que je sache ce que je fais. Là, j'ai vraiment décidé de me bousculer moi-même en l'honneur de ce livre. Je ne le ferai pas tout le temps, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la routine. C'est pour ça aussi que me bouleverser, ça me marque autant quand c'est agréable, parce que chez moi, c'est un peu aussi un état d'exception. Après, c'est aussi parce que j'aime être bouleversée mentalement que j'aime pas être bouleversée dans ma vie, et je pense qu'on a tous besoin de doser les choses pour pouvoir les apprécier. Donc, je vous invite à l'indulgence avec vous-même, avec moi-même et avec les gens que vous connaissez. Essayez de trouver le bon dosage pour les inviter à évoluer, mais sans les démolir psychologiquement. Et pareil, de vous, ne soyez pas trop intransigeant envers vous-même, bousculez-vous, mais ne vous démolissez pas. Voilà, trouvez la bonne dose. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!